Bienvenue dans On Cause, le podcast qui écoute les galères et les rebonds face au cancer. Dans cet épisode, découvrez les témoignages sincères et les parcours de vie de jeunes adultes touchés par la maladie, accompagnés d'un intervenant professionnel. Le tout sans tabou. Ce podcast vous est proposé par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Retrouvez en description tous les liens utiles sur les dispositifs et accompagnements abordés dans l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Cause. Je suis Amélie, l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, on va parler de redéfinition du projet professionnel après avoir été touché par un cancer. En tant que jeune adulte, choisir sa voie peut déjà être compliqué, mais qu'en est-il lorsque la maladie vient tout chambouler ? Entre remise en question, évolution des priorités et des valeurs, comment faire pour choisir le bon chemin ? Pour répondre à cette question, je vais être accompagnée de Ginny, 30 ans, qui est actuellement en recherche d'emploi. Bonjour Ginny. Bonjour Amélie. Bienvenue. Merci. Mais aussi de Yuri, 25 ans, actuellement doctorant en cancérologie pédiatrique. Bonjour Amélie. Bonjour Yuri. Et pour nous accompagner tout au long de cet épisode, il y aura aussi Emma Kasmi, psychologue du travail. Bonjour Emma. Bonjour Amélie. Bienvenue à tous les trois. Merci d'avoir répondu présent à cet épisode. Et on va donc commencer par mettre le contexte en avant. Donc Yuri, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé à quelle étape de ta vie tu étais quand le diagnostic est tombé ? Alors, pour moi, le diagnostic est tombé, j'avais 14 ans, j'étais au collège. Et à ce moment-là, on se pose pas trop de questions concernant le projet professionnel encore. On se demande un peu ce qu'on aimerait faire dans le futur, mais on n'a pas d'idée prédéfinie. Et du coup, on m'a annoncé à l'âge de 14 ans un ostéosarcome, donc un cancer des os localisé sur le tibia gauche. Donc un cancer qui nécessite une chirurgie et 10 à 11 mois de chimiothérapie. Et donc, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire à cet âge-là ? J'avais des idées, mais c'était plutôt des rêves, on va dire, qui maintenant, au vu du handicap que j'ai, ne sont plus trop possibles. J'étais pas très bon élève à l'école, mais j'étais beaucoup intéressé par le sport. Et je voulais vraiment devenir pilote dans l'armée de l'air. Ok. Mais après, avec la chimiothérapie, la chirurgie, on a une perte de mobilité au niveau de la jambe, on a une diminution de la vision. C'est deux paramètres qui sont incompatibles avec le métier de pilote de l'armée de l'air. Donc, on reconstitue son projet professionnel à partir de ce qu'on peut faire, ce qu'on aimerait faire. Et on choisit vraiment quelque chose qui va nous tenir à cœur. On va vraiment pas faire un métier où on va subir le métier, on va essayer de faire un métier où ça nous fait plaisir d'y aller. Et on va justement parler de tout ça, mais avant, Ginny, est-ce que tu peux nous parler donc de toi, de ton histoire ? Alors moi, effectivement, c'était un petit peu plus tard que Yuri, puisque moi, j'avais 22 ans au niveau de la venue de mon cancer. Donc 22 ans, c'est déjà posé les premières questions de vers quoi je m'oriente, donc après le bac. Après le bac, qu'est-ce que je veux faire ? Je ne savais pas trop. J'étais bonne élève, j'ai toujours bien réussi à l'école, c'est ce qui me stimulait. Maintenant, jusqu'au lycée, j'étais dans un cocon. Et quand il s'agit de définir ce qu'on fait après, il faut venir à Strasbourg, il faut déménager souvent de chez les parents, ça a été très compliqué. Étant bonne élève, j'ai été en prépa au cours préparatoire aux grandes écoles. J'ai fait ma première année commune aux études de santé et le cancer est venu quand j'étais en début de 3e année de pharmacie. Donc, il faut savoir que à ce moment-là, j'étais déjà en burn-out, c'est-à-dire que j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Donc, au mois de octobre 2016, j'avais pris la décision d'arrêter, de rentrer un petit peu faire une pause. Donc, j'avais arrêté mes études, j'étais rentrée chez mes parents et le diagnostic est tombé quelques mois après, au mois de mars 2017. Oui, donc c'est pas le cancer qui a engendré la pause dans tes études. Non. J'étais déjà dans une période compliquée que beaucoup traversent quand on est jeune, de pas savoir ce qu'on veut faire, d'être un peu perdu. Je voyais mes amis qui commençaient un petit peu à trouver passion, à trouver leur place, leur sens, un sens à leur vie. Et moi, je trouvais déjà pas de sens. Donc je me suis dit, bon, si je prends une pause, je réfléchis un peu, ça va revenir. Et au final, c'est le cancer qui est venu par-dessus tout ça.
Donc dans une période de vie où j'étais déjà un petit peu perdue. Et quel type de cancer? J'ai eu un cancer du cavum nasal, donc ça fait partie des cancers ORL. Donc un cancer qui a été détecté au stade 3, donc la tumeur faisait déjà 7 cm. Oui, parce que Emma, est-ce que finalement l'avenir professionnel est une des préoccupations des jeunes quand le cancer arrive dans leur vie? Alors, quand le cancer arrive, c'est-à-dire au moment du diagnostic, c'est un peu tôt pour penser tout de suite au projet professionnel. Il y a d'autres préoccupations à ce moment-là. Priorité aux soins, priorité au combat par rapport à la maladie. Donc la question du projet professionnel, elle vient un peu plus tard, peut-être un peu plus vers la fin du traitement. Il y a un coche à pas louper. Faudrait pas que ce soit trop tôt, mais pas trop tard non plus. Donc il y a vraiment... oui, il y a peut-être un moment clé à cibler à partir du moment où on sent que on annonce une rémission, on va peut-être encore poursuivre certains traitements, mais on va pouvoir démarrer peut-être à ce moment-là le travail sur le projet pro. Oui, parce que Ginny, est-ce qu'à ce moment-là, repenser à tes études était une priorité ou pas du tout? T'étais vraiment concentrée sur les traitements? Alors c'est allé très vite, hein. À partir du diagnostic, on m'a directement... Donc j'ai dû faire les premiers traitements, poser la chambre implantable et après je suis partie en chimio. Donc tout s'est enchaîné et j'en suis d'ailleurs bien contente que ça a été très vite pris en charge. Et puis même à ce moment-là, même d'un point de vue purement psychologique, je sais pas comment Yuri tu avais vécu le diagnostic, mais il y a un moment d'arrêt complet où finalement il n'y a plus rien d'autre qui existe. Moi j'étais en état de choc pendant quelques jours où finalement j'avais plus vraiment la notion de l'heure, du jour qu'on était. Tout ce que je voulais finalement, mais toutes mes pensées étaient derrière cette maladie que je veux qu'on enlève, quoi. Donc effectivement, le projet pro était loin. Ouais, c'est un peu ça, hein. Moi, au moment du diagnostic, je me souviens très bien parce que c'est un moment qu'on n'oublie pas en général. Le temps s'arrête. Ouais. Le temps s'arrête, on ne sait plus il est quelle heure, quelle météo il fait dehors. Vraiment, on est dans un autre monde. C'est un choc. Déjà parce que on s'y attend pas. En général, on connaît pas trop la maladie qu'on vient de nous annoncer. Moi, je me souviens très bien pendant mon diagnostic, moi, le cancer, je le connaissais via les pubs. Oui, faites-vous dépister tel ou tel cancer. Pour moi, c'était quelque chose qui pouvait jamais m'atteindre. C'était un truc, c'était un grand mystère et tout de suite entendre le mot cancer, ça fait peur quand on connaît pas. Donc ouais, au moment du diagnostic. L'orientation professionnelle ou même l'étude, c'est le cas de souci, hein. Vraiment, nous, on se demande est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on peut être traité, c'est ça. comment ça va se passer. Là, moi, j'ai dû arrêter l'école. Est-ce que je vais rester ami avec mes copains, copines ou pas? On se pose ce genre de questions, quoi. Vraiment, la suite de notre vie, c'est pas pour tout de suite. Ça, on y pense. On veut rester en vie, en fait. Ouais, c'est voilà, déjà ça. Est-ce qu'on va survivre déjà? Donc après, c'est ça. On y pense une fois qu'on va mieux au niveau de la santé, quoi. Mais tout de suite, non, on n'y pense pas. Vraiment. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein. J'imagine. Oui, parce que donc cette question d'avenir professionnel va donc arriver à la fin des traitements plutôt. Surtout que l'identité professionnelle est quelque chose qui est assez ancré dans la société française. Je pense que vous l'avez remarqué, quand on se présente, généralement on dit notre prénom, notre âge et ce que l'on fait ou ce qu'on étudie. Et est-ce que toi, Ginny, c'est quelque chose qui t'a manqué, cette identité professionnelle? Alors c'était déjà le cas avant, parce que avant j'avais beau faire des études et être engagée dans un parcours, on va dire, scolaire et donc classique, je me sentais pas à ma place. Donc déjà là, je me sentais un peu en décalage avec le reste de mes amis. Puis maintenant vient le cancer. Pendant le traitement, en fait, on est assimilé au statut de malade. Donc quelque part, on a un peu cette excuse vis-à-vis de la société de c'est normal qu'elle travaille pas parce qu'elle est malade. Donc elle doit se soigner. Mais en fin de traitement, on n'a plus d'excuses. Les médecins, pareil, ne sont plus là non plus, puisqu'il n'y a plus forcément il y a un suivi, mais voilà, il n'y a plus de traitement intensif. Et à ce moment-là, moi, j'avais 23 ans ou 24 ans. Là, j'étais une jeune fille comme une autre. Et pourquoi je ne travaille pas?
Et donc là, ouais, c'était super dur à vivre. D'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours été très bonne élève, toujours la première de la classe. J'avais ce statut-là. Et puis, on sait qu'au collège ou au lycée, on se définit beaucoup par l'image qu'on peut avoir. Et donc là, ça a été très compliqué pour moi parce que moi-même, je ne m'assumais pas comme j'étais. Et c'était impossible de revenir vers mes anciens camarades parce que j'avais honte, en fait. J'avais honte de me dire, mince, non seulement je suis perdue, maintenant je suis malade, j'ai un handicap en plus. Je me dis, mais comment je vais faire maintenant? Donc ça t'est arrivé peut-être de refuser des invitations d'amis Oui, parce que t'as eu honte? oui. Ou plusieurs fois, j'ai tenté, je me suis dit, allez, j'essaye. Et au dernier moment, j'annule, je viens pas parce que c'est trop stressant pour moi. La fameuse question de, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bon, écoute, moi, je viens de sortir de l'hôpital, c'était sympa, tu veux que je te raconte? Quand eux, ils ont fait, je sais pas moi, 6 mois à l'étranger, ils ont fait plein de trucs. Voilà. Il y a vraiment une différence on n'est pas dans le même monde. Ouais. Oui, Emma, cette perte d'identité professionnelle après un cancer, c'est quelque chose qui revient assez souvent? Ah oui, très fréquemment. L'identité professionnelle, c'est vraiment un des piliers de la reconnaissance sociale. Tu le disais tout à l'heure, c'est une question qui revient fréquemment. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Sous-entendu, quel est ton travail? Quel est ton métier? Et c'est comme ça qu'on se présente et qu'on présente une partie de soi. En fait, on se présente à travers son métier et sa profession parce que, quelque part, on se construit aussi à travers son métier. Et la maladie engendre très souvent cette perte d'identité. C'est un événement marquant dans une vie, comme d'autres événements marquants, positifs ou négatifs, qui peut vraiment modifier les valeurs professionnelles, c'est-à-dire ce qui est important pour soi dans un travail, ce qu'on va rechercher. Et le fait de plus pouvoir travailler, quelque part, on peut perdre ses collègues, on peut perdre cette reconnaissance par les activités qu'on peut mener, l'utilité qu'on peut avoir dans son travail, on peut perdre parfois son entreprise. Et il y a vraiment un deuil à traverser pour pouvoir se reconstruire par la suite. Oui, parce que Yuri, donc tu avais 14 ans, c'est quand même assez différent, mais tu avais quand même le souhait de devenir pilote dans l'armée, c'est bien ça? Et donc tu as quand même dû faire le deuil de ce projet. Ouais, j'ai dû faire le deuil de ce projet, mais après, le fait d'être tombé malade m'a quand même fait développer une passion pour tout ce qui était biologie, santé, médecine. Ce qui a fait que par la suite, j'ai été extrêmement attiré par ces domaines-là, le domaine des sciences en général. Donc aujourd'hui, je suis doctorant en oncologie pédiatrique et je considère que ma maladie a défini mon projet parce que, a défini mon projet professionnel et aussi mon caractère parce que en comparaison des autres chercheurs de mon laboratoire ou même des autres laboratoires, j'ai un caractère plutôt atypique. On me demande comment tu fais pour sourire tous les jours, alors que c'est un métier plus ou moins dur. Comment tu fais, en fait, moi, j'ai du coup dans mon comportement le caractère d'aller chercher le sourire chez les autres. C'est-à-dire que dans mon laboratoire, je vais faire des blagues aux gens, je vais aller voir les différents stagiaires qu'on peut avoir pour aller sortir des sourires parce que si tout le monde est positif, on travaille dans un environnement positif, c'est mieux pour tout le monde. Et c'est pas un comportement qu'on retrouve chez les chercheurs. En général, on veut que le chercheur il soit très droit, calme, posé, qu'il fasse son travail et pas grand-chose d'autre. Malheureusement, pour moi, être sérieux et être jovial, c'est pas incompatible et je compte pas changer. mais ouais, à ma grande stupeur, c'est quelque chose qui m'a été reproché. Mais en tout cas, ça me permet aujourd'hui d'avoir mon projet professionnel, de pratiquer mon métier de la manière dont je le souhaite, en accord avec mes valeurs, de la meilleure façon possible pour moi. Et effectivement, ouais, j'ai dû passer par différentes épreuves qui ont été dures. Donc, comme tu l'as dit, j'ai dû faire le deuil de ce rêve, mais bon, qui reste un rêve qui était un rêve d'enfant. Par contre, j'ai toujours été attiré un peu par les métiers de l'armée.
Et j'ai même à un moment de mon parcours pu postuler à des stages dans des casernes militaires. Mais finalement, le projet s'est pas fait et j'ai eu la chance d'avoir d'autres opportunités par la suite. Mais sur le coup, ouais, on se dit, ok, ça va être compliqué dans le monde professionnel. Ça va être très compliqué. Oui, parce que donc là, Emma, Ginny et Yuri, eux, étaient en études, ils n'avaient pas encore eu de premier emploi, mais le cancer peut arriver alors que la personne est en emploi. Peut-être qu'elle ne pourra pas le reprendre, donc il y a aussi cette question de faire le deuil d'un projet déjà entamé. Oui, oui, et c'est... Alors, chez les jeunes en études, effectivement, il y a pas cette question-là, mais à partir du moment où le cancer se déclenche alors qu'on est en emploi, ça peut vraiment remettre en question un métier, un poste, sa place dans l'entreprise, parce que il peut y avoir des contre-indications médicales qui restent après la maladie, ou des choses qui peuvent être plus difficiles à faire. Et s'il y a pas la volonté de l'entreprise, de la personne, de pouvoir trouver des solutions, de mettre en place des aménagements, parfois il y a cette phase de redéfinition de projet professionnel qui doit être entamée. Et c'est tout un deuil à faire. Et ça s'accompagne et ça prend du temps. Et c'est pas facile. Oui. Et Ginny, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu as donc redéfini ton projet pro? Est-ce que dans ton parcours, il y a des rencontres, des expériences qui ont créé des envies sur ce que tu souhaites faire? Oui, je rebondis sur ce que disait Emma. Effectivement, moi, j'avais pas de deuil à faire parce que c'est pas comme si c'était ma passion, ce que je faisais avant. J'ai rencontré par contre des personnes où effectivement c'était le cas. Moi, j'en suis comme je sors de traitement. Déjà, la première question, c'est est-ce que ça a marché? Parce qu'effectivement, c'est en fin de traitement qu'on commence à élaborer, à penser à l'après, mais finalement, jusqu'au dernier test, moi, je suis pas du tout au courant de si ça a fonctionné, si ces 6 mois ont servi à quelque chose. Et si oui, à quel point? Est-ce que je suis relancée dans 6 mois de plus ou pas? Donc finalement, effectivement, c'est vraiment tout à la fin qu'on se pose les questions, quoi. Et donc moi, je savais pas, j'avais pas d'idée précise en tête. Par contre, ce qui m'a beaucoup marqué pendant cette période, donc 6-7 mois assez intensifs, c'est que bien sûr, c'est les traitements médicamenteux qui m'ont guéri, mais c'est avant tout les rencontres que j'ai pu faire. Les gens qui me restent aujourd'hui, finalement, c'est ma radiothérapeute, le chauffeur de taxi, mon infirmière coordinatrice, avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. Et c'est eux, en fait, qui, jour après jour, m'ont permis de tenir. Parce que Yuri disait, il faut être souriant, etc. Mais à un moment donné, le corps, il veut plus. Hein. Vous êtes fatigué, vous avez mal partout. Je pense que si ça tenait qu'à moi, j'aurais abandonné. Et c'est ces personnes-là, finalement, qui apportent un peu de positivité, un peu de quotidien, un peu de lâcher prise sur je sais pas, pour eux, c'était pas grave. Ils me parlaient comme une personne normale. Et ça, c'était génial. Parce que les autres, non, ça se voit dans les yeux, etc. Et moi, je me suis dit, je veux être comme ces personnes-là. Je me suis posé la question maintenant. Déjà, je me suis rendu compte que on est faillible, on est mortel. Alors, on le sait tous, mais on se lève pas de la même manière quand on a eu un cancer, effectivement, parce qu'on se dit demain ça peut reprendre. Et si demain je meurs, je veux pas avoir gâché des journées de ma vie à quelque chose que j'aime pas, à me faire souffrir inutilement, à suivre la société parce que c'est ce qu'il faut. Et je me suis dit mais quelle femme j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi je me suis dit j'ai envie d'avoir un impact. J'ai envie d'apporter du positif dans la vie des gens. Comment, je ne savais pas encore. Mais je voulais être comme ces personnes que j'avais rencontrées, à dire, même si elles étaient là à un instant clé, juste une petite graine, je veux avoir été là pour que ça pousse. Et donc après ça, moi j'ai commencé par un service civique parce que j'avais pas l'énergie de m'engager sur un emploi. J'ai rencontré encore une super tutrice qui m'a vraiment laissé explorer tout ce que je voulais faire. Donc c'était dans un centre socio-culturel. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser donc au social, à l'accompagnement individuel. Et de fil en aiguille par des rencontres. Donc là, j'ai fait un titre pro de conseillère en insertion. Et voilà, tout ce qui me plaît, c'est l'accompagnement social et tout ce qui peut toucher effectivement à la résilience. Je m'intéresse beaucoup aux personnes en difficulté, aux personnes, on va dire, spécifiques, soit qui ont un handicap ou qui ont eu quelque chose dans leur vie qui leur a fait une coupure. Et voilà, mon ambition, c'est vraiment là de me dire, voilà, vous n'êtes pas seul, on peut vous accompagner, il y a toujours quelqu'un. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit et je pense que sans ces personnes-là, je ne serais pas là aujourd'hui parce que j'aurais abandonné.
Mais moi, je voulais juste souligner l'importance de cet encadrement parce que vraiment, c'est nécessaire d'en parler. Parce que, bien évidemment, pour garder un moral positif, pour avoir envie de s'en sortir, il est extrêmement important d'avoir des proches ou des camarades, des compagnons qui vont nous soutenir dans ce qui nous arrive. Parce que, effectivement, l'énergie, on n'en a pas. Ouais. On n'a pas, comme tu l'as dit. Et c'est très important au point même où on voit des différences entre les gens qui sont accompagnés et les gens qui ne le sont pas sur la réponse au traitement, sur les séquelles qu'ils vont avoir plus tard. C'est vraiment quelque chose d'ultra important, hein, d'être bien entouré par des gens qui sont dans un mental positif, qui vont pas avoir un jugement envers nous. Et c'est ce que j'essayais de dire aussi avant, quand je dis je vais chercher les sourires. S'il y a des sourires autour de moi, je sais que moi, je serai bien psychologiquement. Voilà. Oui, parce que, donc, pour redire, tu es chercheur en cancérologie pédiatrique, qui est un parcours assez atypique, car généralement, les personnes malades, après la maladie, après la fin des traitements, veulent oublier cette étape de leur vie. Mhm. Et donc, tu nous l'as dit, ce qui a motivé cette orientation, c'est donc les connaissances que tu as eues à l'hôpital. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui animent cette orientation? C'est un parcours un peu atypique, oui. Mais en tout cas, c'est une remarque que j'ai très souvent, hein, qu'on me demande si je replonge pas dans ma maladie en faisant mon métier. Alors non, parce que tous les chercheurs ne sont pas d'anciens patients, d'anciens malades déjà. Ensuite, je travaille pas sur la maladie que moi-même j'ai eue. Je travaille sur les tumeurs cérébrales. Et après, pour moi, faire ce métier, actuellement, c'est un objectif de vie. En fait, c'est-à-dire que je me dis que j'aimerais aider à minima ceux qui vont devoir passer par ce par quoi je suis passé. Et vraiment, c'est un métier que je fais par passion, avec envie, avec mes valeurs. Aujourd'hui, j'ai un handicap. Je pourrais très bien vivre avec les aides qu'on me donne. J'ai pas besoin de travailler pour vivre. Là, si je travaille, j'estime que c'est mon choix, c'est volontaire, ça me fait énormément plaisir, dans l'objectif d'aider les prochains. Et le jour où mon travail ne sera plus en accord avec mes valeurs, que aller au travail ne me fera plus plaisir, je me réorienterai sans aucune hésitation. Vraiment, c'est comme pour revenir sur ce que disait Ginny, je ne peux pas me dire que j'ai quelque chose à regretter si je suis mort demain. Je dois vivre en me disant que si je suis mort demain, j'ai eu la vie que je voulais avoir. Et est-ce que, comme Ginny, donc elle souhaite aider des personnes à travers son métier, est-ce que c'est quelque chose qui revient aussi chez toi ? En tant que chercheur, c'est compliqué d'aider directement, bien sûr, les patients. Parce et que pourtant, tu es plus au cœur de la maladie que moi. Moi, je ne pourrais pas être autant au cœur de la maladie que toi. Après, Vraiment pas. Ouais, c'est ça. C'est des trucs qui prennent beaucoup de temps. Mais moi, de mon côté, ça peut m'arriver d'aller voir les patients à l'hôpital, de discuter avec eux, de leur donner un peu de la force, du courage, de leur expliquer ce qui va leur arriver, de leur montrer que si ils se battent, ils peuvent s'en sortir. Et après, je fais ce que je peux en tout cas, mais d'un point de vue de recherche, c'est toujours des choses qui prennent beaucoup de temps, donc je peux pas les aider directement comme ça. Mais bien sûr, la finalité de ce que je fais, c'est dans l'objectif que mon travail puisse servir aux prochains chercheurs qui arriveront pour pouvoir améliorer un peu la prise en charge qu'on est capable de donner aujourd'hui à ces personnes-là. Oui, parce que Emma, cette volonté d'aider les autres suite à la maladie, les métiers du social, est-ce que ça revient souvent ? Alors, très souvent, après la maladie, que ce soit le cancer ou même d'autres maladies, je le remarque chez les personnes que j'accompagne, c'est un secteur d'activité qui est très exploré. Parce que dans les représentations et dans les faits, on va retrouver des valeurs d'aider l'autre, d'apporter quelque chose à la société, de se sentir utile. Donc ça contribue à cette recherche de sens.
Et ça fait le lien avec le sens qu'on recherche dans le travail pour pouvoir exister. Et quand je vous écoute, j'entends vraiment que finalement, ce que vous avez traversé vous a permis de vous questionner sur ce que vous voulez vraiment et ce que vous voulez apporter dans votre vie. Et par le travail, vous avez fait le choix d'apporter quelque chose à l'autre, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et on retrouve vraiment ces valeurs-là. Là où l'accompagnement va être intéressant, l'accompagnement lié au projet professionnel, ça va être vraiment de bien se questionner sur finalement les métiers qu'on imagine et les représentations qu'on a, parce qu'il y a aussi beaucoup de représentations très positives sur les métiers du social. Parfois, on en oublie aussi les contraintes, qu'il est aussi nécessaire de prendre en compte. Et c'est tout le travail de l'élaboration de projets professionnels. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, les métiers du social, je dirais en tout cas avec la vision que j'ai, et je dis pas que c'est tout le monde qui va faire ça, mais parmi les personnes que j'accompagne après la maladie, je pense que les métiers du social sont explorés, au moins à 80%, tout genre confondu. Après, je pense que ce qui peut aussi influer, nous influencer pour partir dans ce genre de métier, des métiers qui vont aider les autres, c'est surtout que nous, durant notre traitement, on a reçu énormément de la part de tout ce qui était personnel soignant, personnel médical, tous les gens qui ont interagi avec nous ont donné énormément, ce qui nous a permis de nous en sortir. Du coup, je pense qu'il y a déjà une belle reconnaissance de notre côté envers ces gens-là. Et on a envie de se dire, maintenant qu'on a l'expérience, maintenant qu'on est de l'autre côté, on va essayer d'aider un peu les autres à notre manière. Si notre expérience peut un peu profiter aux autres, autant leur donner, parce que nous, ça nous a fait du bien à l'époque. Et là, ça nous coûte rien de le faire, donc... Et en plus, ça nous fait plaisir. Oui, c'est ça, en fait. Ils nous ont donné beaucoup d'humanité. Et en dehors de leurs compétences, c'est leur métier, donc c'est très bien. Mais ce qui m'est ressorti, c'est que c'était rien, parfois. Je me dis, on est tous capables de faire ça. Et donc, là, ça remet au centre aussi peut-être la société un peu individualiste et égoïste dans laquelle on est, où finalement, on peut tous, si on le veut, apporter un peu d'humanité, un peu de bienveillance. Si on faisait tout sympa, ce serait beaucoup plus agréable, on se sentirait mieux. Donc, finalement, pourquoi moi, je le ferais pas ? C'est surtout ça, en fait. Et c'est ce qui réunit finalement Yuri et moi quand même si on a des métiers différents, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une pause et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et alors, lui, effectivement, le disait, il n'y a pas que l'aspect financier ou pécunier, il y a aussi, et moi, c'est pareil, si demain, j'ai plus de sens, argent ou pas argent, j'arrête, c'est pas possible. Je pense qu'avec le cancer, j'ai perdu de la tolérance. Je pourrais pas être dans un boulot des années, qui me plaît plus, qui me fait plus sens, c'est compliqué. Je le verrais aussi comme une affirmation de ce que tu veux vraiment, plutôt qu'une perte. Oui, de toute façon, je pense qu'avant d'élaborer son projet pro, il faut déjà réussir, après le cancer, à se retrouver soi-même. Qui on est, qu'est-ce qu'on est encore capable de faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'arrive plus. Il y a ça aussi d'abord. Et ça, la connaissance de soi rentre dans l'élaboration du projet pro. C'est d'ailleurs la première phase quand on rentre dans un parcours d'élaboration de projet professionnel, et c'est vraiment une phase socle. Si cette phase est bâclée, on perd un temps fou derrière. C'est vraiment important de bien se connaître, justement, et de se connaître maintenant. Pas de connaître qui on a été avant la maladie, mais qui on est après. Qu'est-ce qu'on veut ? Ça, c'est une phase qui, pour moi, est arrivée assez tôt. C'est-à-dire que je disais qu'on ne pense pas trop à tout ça, à la reconversion et tout, pendant la maladie. Mais moi, pendant mon traitement, j'ai subi une chirurgie. Du coup, j'ai une prothèse de jambe gauche. Mais durant le traitement, donc j'ai continué le traitement par la suite, mais j'étais encore en traitement et je m'étais déjà bien rendu compte que là, j'ai une jambe qui est un peu plus défaillante par rapport à l'autre. Et que du coup, il y a beaucoup de métiers qui vont être très physiques, qui sont totalement impossibles pour moi. Donc, je commence certes pas tout de suite à penser à mon projet professionnel, mais en tout cas, je me rends bien compte de ce que je suis capable de faire, ce que je suis plus capable de faire, et je commence à me dire, ok, ça, en tout cas, c'est sûr que je pourrais pas le faire. Et après, on avance comme ça.
Oui. Justement, Emma, quelles sont les différentes étapes pour redéfinir son projet professionnel? Est-ce qu'il y a un chemin à suivre? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Mm. Alors, je dirais qu'un des premiers conseils que je pourrais donner, c'est, si possible, de se faire accompagner. Parce qu'il y a plein de choses qui existent. Il y a différents dispositifs, spécifiques ou non, mais qui vont permettre d'être accompagné par un professionnel qui aura un regard neutre et qui va vous permettre de vous mettre au travail, qui va vous permettre de vous faire réfléchir et de permettre de mener sa propre réflexion. Et à partir du moment où on se sent prêt à travailler le projet professionnel, ça veut dire qu'il y a une étape peut-être préalable de remobilisation si nécessaire. Quand on se sent prêt, je dirais qu'il y a 3 phases importantes. La première phase, c'est la phase de connaissance de soi, dont on parlait. C'est vraiment définir finalement qu'est-ce qui est important pour nous dans le travail, qu'est-ce que le travail veut dire et qu'est-ce qu'on recherche dans le travail. Quelles sont nos forces, nos atouts, sur quoi on peut s'appuyer, quelles sont nos contraintes, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, parce que ça c'est important aussi. Quelles sont nos compétences, nos savoir-faire, nos qualités et nos valeurs, hein, c'est ce qui est important. Et tout ça va permettre, dans une deuxième phase, d'aller explorer des pistes. Donc là, on va s'intéresser, on va ouvrir, on dit qu'on va ouvrir l'entonnoir, on va mettre dans son entonnoir des idées de pistes. Et ces pistes-là, on va aller les travailler, on va aller mener des investigations pour passer de l'idée de la représentation qu'on a un métier à quelque chose de plus concret, pour bien comprendre le métier, en quoi il consiste, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver, est-ce qu'il y a besoin de formation ou pas, est-ce qu'il y a du travail ou pas, est-ce que ce métier correspond à mes valeurs, correspond à mes points forts. Donc on va en fait, à la fin de cette deuxième piste, démarrer ce qu'on appelle une étude de faisabilité où on va se comparer aux métiers. Il y a nous, il y a les métiers qui nous intéressent et on va voir à quel point les métiers nous correspondent ou pas. Et dans une dernière phase, on va pouvoir élaborer un plan d'action, une feuille de route qui va permettre vraiment de définir comment accéder à ce métier, comment y arriver, pour qu'à la fin on puisse savoir quoi faire et comment faire. Voilà, donc ça c'est vraiment des étapes d'orientation qu'on va retrouver assez classiquement dans les accompagnements. Et ce qu'il y a de spécifique après le cancer, c'est vraiment la prise en compte de l'état de santé aussi, actuel, éventuellement à venir aussi, parce que l'état peut aussi encore évoluer positivement, négativement peut-être aussi, mais positivement parce que au moment où on se questionne sur le projet professionnel, il y a peut-être encore des difficultés d'ordre cognitif, par exemple, des problèmes de mémorisation, d'attention, qu'il va aussi falloir prendre en compte pour y aller, peut-être démarrer doucement aussi. Tu parlais du service civique, par exemple. Il y a toute une étape d'acceptation. Parce que comme vous le dites, comme tu le dis, pardon, si on trouve effectivement notre métier, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais que finalement on se rend compte qu'on n'y arrive pas du fait des séquelles qu'on a eues, du handicap, je pense que d'où l'importance de se faire accompagner dans ces moments-là, parce qu'il faut trouver une alternative. Oui. Ou alors sinon on se lance dans un métier qui pour nous, nous ferait du mal finalement à long terme, parce qu'on ne serait pas capable de le conserver ou de nous y épanouir. Oui, c'est important de bien réfléchir aux conditions de travail des métiers choisis. Et parfois aussi, s'il y a des écarts, justement, s'il y a des choses qui collent mais qu'il y a des écarts, de réfléchir à comment réduire ces écarts, parce qu'il est aussi possible de mettre en place des aménagements, que ce soit pour suivre une formation, pour exercer un métier. Il y a des aides et on a la chance en France d'avoir quand même beaucoup d'aides et beaucoup d'acteurs aussi qui peuvent nous informer, nous aider à mettre en place ces aides-là. Et c'est vraiment une question à se poser aussi avant d'aller trop vite sur l'élimination de pistes. Oui, Ginny, est-ce que tu as sollicité des accompagnements ?
Oui, tout à fait. Alors moi, sur les 8 dernières années, effectivement, j'ai eu pas mal de parcours d'accompagnement. Donc j'ai toujours été suivie par ma psychiatre, ça depuis toujours. Donc là, la psychiatre intervient finalement sur tous les aspects de ma vie quotidienne, toute ma remise en question et la place que je veux trouver aujourd'hui. J'ai commencé il y a 2 ans à peu près à plus me pencher sur la question. Pourquoi ? Parce que j'avais encore en tête avant la fille que j'étais avant. Donc je m'obstinais à vouloir faire des études, à vouloir faire des grandes choses, etc. Mais à chaque fois, soit c'était des temps pleins, soit on m'en demandait trop, soit je me sentais pas du tout en adéquation dans le sens de ce que je faisais. Et donc, il y a 2 ans, je me suis dit, stop. À un moment donné, il faut que je reparte de là où je suis, de qui je suis aujourd'hui, et que je construise mon projet avec ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé de nouveau à ressolliciter la Ligue contre le cancer, à participer à des ateliers. Je me suis rapprochée aussi de mon conseiller Cap Emploi, puisque comme Yuri, j'ai une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc, je suis suivie par Cap Emploi et un petit peu moins par France Travail. Et Cap Emploi, à ce moment-là, m'avait inscrit dans un dispositif qui s'appelle Inclus Pro. Et donc, dans ce Inclus Pro, j'ai fait ce que disait Emma. Donc, vraiment, on a fait c'était un parcours sur 6 ou 7 mois. Et donc, à temps partiel. Mais voilà, ça occupe quand même tout le temps horaire de la semaine. Et il y avait vraiment cette identification d'abord à soi, puis au métier, et ensuite à tester, en faisant des stages, des enquêtes métiers. Et ensuite, dans ce parcours-là, on est aussi passé auprès du RESI, donc RESI, Relais Emploi Santé Insertion. En fait, j'ai rencontré un médecin. Je lui ai fait part de mon projet professionnel et lui, ensuite, a donné son avis. Alors, c'est pas un médecin du travail, donc finalement, son avis n'est que... il intervient comme ça, mais il n'a aucune valeur. C'est-à-dire, il va pas vous interdire de faire votre projet, il n'y aura aucune conséquence derrière. Par contre, il va dire, effectivement, au vu de votre dossier, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, essayez de faire un peu plus ça, un peu moins ça, aller plus vers un temps partiel, aller plus dans ce genre de structure. Et moi, ça m'a fait vraiment du bien de le rencontrer parce que toutes mes pensées étaient légitimées. Il y avait un médecin qui disait « Ok, en fait, tout ce que je ressens depuis toutes ces années, je suis pas folle, vraiment, j'ai besoin d'un temps partiel. Il a raison, il faut que j'ai des interactions, mais pas trop. » Donc, c'était vraiment sympa. Et effectivement, je suis sortie de ce dispositif. Je me connaissais mieux, je me sentais plus solide et plus en accord avec moi-même, à la fois pour faire quelque chose qui a du sens, mais en même temps, je sais que je peux pas être trop dans le social, personnellement, parce que je sais que ça va me détruire. Parce qu'à ce moment-là, je suis trop sensible. Donc vraiment, c'est pour ça que je disais, Yuri, directement la maladie, moi, je pourrais pas. Donc, je veux aider, mais de manière détournée. Et puis, à un moment donné, aussi être derrière un bureau, un peu d'administratif, parce que ça permet de conserver le statut professionnel. Moi, j'ai besoin de ça. Et c'est aussi ce suivi qui m'a permis d'identifier ça, pour que moi, je m'effondre pas derrière. Oui, parce que Yuri, donc toi, tu n'as pas sollicité d'aménagement si... Eh ben moi, c'est ça. J'étais pas au courant en fait, surtout. Oui, mais on je est pense pas au que c'est. Alors déjà, je pense que en tant qu'adulte, c'est compliqué d'être au courant. Mais surtout moi, vu que je suis tombé malade étant petit, quand je suis arrivé au moment de me dire ok là, faut que je rentre dans le monde professionnel, j'avais jamais entendu parler de ces systèmes qui existaient, de ces différentes aides que j'aurais pu avoir. Du coup, toutes les recherches dont tu parlais, j'ai dû les faire moi-même. Et il fallait que je trouve un métier qui concordait avec les effets secondaires que j'ai actuellement. C'est-à-dire que depuis ma chimio, j'ai très fréquemment des nausées, j'ai des vomissements tous les matins, et je peux avoir des moments de blackout, je peux être très fatigué très rapidement. Mais c'est des facteurs qui font que au niveau de mes horaires de travail, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'un matin, si je vomis pendant 5 minutes ou pendant 30 minutes, mon heure d'arrivée au travail pourrait être décalée d'une 30aine de minutes. Dans mon métier, ces 30 minutes-là ne sont pas un problème. Si j'arrive 30 minutes plus tard, il me suffit de rester 30 minutes plus tard le soir. Les horaires sont vraiment modifiables tant que le travail est fait. C'est ça. Normalement, on a quand même des horaires prédéfinis sur la fiche de poste, mais... on peut modifier comme on en a besoin. C'est-à-dire que si un jour je suis au travail et qu'à 14h, je vois que je suis vraiment pas bien, que je suis très fatigué, mes chefs m'autoriseront à rentrer chez moi sans aucun problème. Et donc, j'ai réussi quand même à trouver un métier en correspondant à mes besoins.
Et bien sûr, c'est essentiel parce que si j'avais un emploi où on me disait tu dois être là tous les matins à 8h pile et partir à 18h, ça aurait pas été forcément très possible pour moi. Donc je suis plutôt content, mais effectivement, toutes ces recherches-là, j'ai dû les effectuer moi-même. Donc j'ai eu de la chance que j'ai réussi à faire concorder ma passion avec ce que j'avais envie de faire avec un métier qui me convenait sur le plan physique. Mais je pense que pour les jeunes actuellement qui sont pas au courant de ce système d'aide, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Parce que Emma, solliciter une psychologue du travail permettrait d'éclairer sur les nombreux dispositifs qui existent. Oui, entre autres, hein, ça peut être un professionnel à solliciter pour obtenir de l'information, voire des accompagnements. Alors, quand je parle d'accompagnement, par rapport à l'élaboration d'un projet professionnel, je pense au bilan de compétences, qui est un dispositif inscrit dans le Code du travail, qui propose un nombre suffisant d'heures pour pouvoir travailler le projet professionnel, prendre en compte la maladie dans cette élaboration de projet professionnel de manière individuelle et complètement personnalisée et sur mesure. Mais je pense aussi à d'autres dispositifs. Je pense au conseil en évolution professionnelle, qui est un service public gratuit pour tous les actifs en France. Alors, il y a différents opérateurs. Et il y a aussi d'autres dispositifs comme Inclus Pro ou d'autres dispositifs spécifiques financés par différents acteurs comme des fonds spécifiques pour les personnes en situation de handicap, les régions, France Travail. J'ai envie de dire, il y en a. Enfin, à vous écouter, il y en a tellement qu'on peut pas tous les citer, mais c'est aussi parce que c'est au cas par cas, ça dépend quelle particularité existe. Mais effectivement, alors malheureusement, il n'y a jamais personne qui va venir avec la feuille et qui va vous donner les numéros de téléphone à contacter. Moi, ça s'est fait sur 7 ans, ça s'est fait par tâtonnement. À ce moment-là, ma mère, au début, était très présente encore dans tout ça. Elle-même, elle cherchait sur Internet, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, je pense que là où il faut peut-être pas se stresser à dire bon bah voilà, j'ai pas trouvé de solution. Par contre, essayez de sonner ou de toquer aux portes. Voilà, même si on vous dit bah non, pardon, c'est pas chez nous. En fait, c'est à force comme ça de solliciter des personnes qu'on arrive enfin à tomber sur ce qu'il nous fallait. Et voilà, ça s'est fait par tâtonnement et par rencontre en fait. C'est sûr que c'est vraiment pas évident et le monde de l'orientation professionnelle et de la formation, c'est mouvant. Les acteurs changent, les noms des dispositifs changent, donc c'est se repérer là-dedans, même quand on est un professionnel, c'est pas toujours évident. Si j'avais peut-être un conseil ou quelques conseils à donner pour justement toquer à une première porte qui va en ouvrir d'autres, ce serait si vous êtes déjà en emploi et salarié, vous pouvez mobiliser le conseil en évolution professionnelle ou garder un lien aussi avec votre entreprise. Il y a peut-être un référent handicap au sein de l'entreprise qui lui aussi va pouvoir vous apporter de l'information, vous mettre en lien. Ça peut être avec la médecine du travail, avec des dispositifs spécifiques où des financements vont pouvoir être mobilisés. Donc, conseil en évolution professionnelle, référent handicap de l'entreprise pour les salariés et Cap Emploi. Et pour les demandeurs d'emploi, Cap Emploi, France Travail. Et c'est des bonnes premières portes. Je rajouterais les associations aussi, puisque à côté de ça, les associations ont un côté un peu plus de soutien psychologique, je dirais, que les institutions formelles. Les associations aident beaucoup, à la fois sur le plan psychologique, les familles qui ont rencontré les mêmes problématiques, puis du coup, ils vous donnent les petits tuyaux et les petites adresses. Donc, je pense que c'est important aussi. On parle beaucoup de patients experts. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Mais la médiation par les pairs, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans l'élaboration d'un projet professionnel parce que justement, on va pouvoir avoir le retour de personnes qui sont passées par là. Un peu comme ce que vous faites aujourd'hui en étant présent. Et c'est hyper riche pour les personnes. Et il y a des plateformes qui se développent là-dessus, qui sont vraiment conseillées de consulter. Pour en revenir sur la remarque, justement, moi, je sais que toutes les démarches actuellement que j'ai fait ou que j'ai dû faire, je les ai fait sur recommandation ou parce que j'ai appris qu'elles existaient via des associations. Soit des associations, soit des anciens patients qui eux-mêmes sont passés par des associations et qui ont pu me guider, m'orienter. Là, actuellement, la majorité des démarches que je dois faire, je demande à des anciens patients parce que je suis perdu. Sur les réseaux, on trouve de tout. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas vraiment à quoi on a le droit, à quoi on n'a pas droit. Et donc, on demande à ceux qui savent. Et puis même si on sait, j'ai envie de dire, l'association ou les proches sont toujours bien parce qu'il faut être accompagné. Même si vous savez qu'il faut demander un dossier à la MDPH, vaut mieux être accompagné pour faire le dossier parce que c'est quand même un sacré morceau. Et au fur et à mesure, c'est ça aussi, je pense que ça peut être fatigant. Toutes ces démarches de reconnaissance, on veut quelque chose, on veut demander. Donc déjà, il faut que nous-mêmes, on se sente légitime et après qu'on tienne bon parce qu'effectivement, quand on sollicite une aide, parfois ça met du temps. Et je pense que l'entourage n'est jamais à négliger du coup. Surtout que c'est extrêmement compliqué. Là, par exemple, pour comme elle vient de dire, la demande de MDPH, j'ai dû effectuer une demande de MDPH suite à mon handicap. Donc, j'ai une prothèse totalique de genou et de tibia. Et donc, on m'a reconnu comme étant handicapé. Mais il y a une date de péremption. Ah, moi aussi, l'année prochaine. Il y a une date de péremption, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Est-ce que la MDPH considère que ma jambe a repoussé ? Que le handicap a disparu, je ne sais pas. Mais, c'est drôle, risible, je ne sais pas. Mais du coup, je dois refaire, et heureusement que je suis au courant, que je dois refaire la démarche. Et en plus, il faut aussi prendre bien à l'avance, parce que c'est long. Et effectivement, c'est un gros dossier nécessitant plusieurs avis médicaux dans mon cas, vu qu'il y a plusieurs spécialistes qui interviennent. C'est très long à constituer. Dans mon cas, il faut le refaire tous les 5 ans. J'ai les mêmes problématiques, oui. Et puis du coup, pareil, si on en revient à l'aspect redéfinition du projet, il faut aussi un métier qui accepte ça, où à côté, on ait l'énergie et le temps de faire ça. Parce qu'effectivement, il faut prendre des rendez-vous. Les rendez-vous, c'est parfois pendant nos temps de travail. Il faut reconstituer le dossier. C'est très long à constituer. Ouais, finalement, il existe de nombreux dispositifs et tellement nombreux qu'on ne les connaît pas tous, que les demandes peuvent être longues, d'où l'importance, comme vous l'avez tous dit, de se faire accompagner. Mais un point important, et je me tourne vers toi, Emma, c'est que la psychologue du travail ou le psychologue du travail et même tous les accompagnants ne sont pas là pour dire quel est le projet, mais de les aider à le découvrir et à le connaître, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et c'est vraiment, là on parle vraiment de posture de l'accompagnant qui a vraiment pour rôle de mettre à disposition de la méthode, des questions, des outils qui vont faire réfléchir la personne accompagnée et qui vont vraiment permettre à la personne de prendre sa décision en fonction de qui elle est, elle. Et ça, c'est vraiment important. C'est même un point de vigilance à avoir quand on choisit qui va nous accompagner, de s'assurer de cette posture professionnelle pour éviter les inductions, les questions de transfert, qui finalement dévieraient la personne de qui elle est vraiment et de ce qu'elle veut vraiment. Donc, l'objectif de l'accompagnant, c'est vraiment de rendre acteur la personne de sa vie. C'est pas la vie de l'accompagnant, c'est la vie de l'accompagné. Oui, tout à fait. Et Yuri, comme nous l'avons dit, tu n'as pas sollicité d'accompagnement, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, un acteur clé ou une étape de ta vie qui a été important? Un acteur clé, je sais pas. Je sais qu'il y a un moment important, c'est-à-dire que en sortant du bac, j'hésitais entre faire de la recherche ou faire de la médecine.
Je suis extrêmement content d'avoir choisi la recherche parce que, comme Ginny l'a dit, ça aurait été très compliqué pour moi d'être confronté tous les jours aux patients. Parce que c'est triste à dire, mais j'ai suffisamment de problèmes dans ma vie pour m'occuper de ceux des autres. Donc, psychologiquement, il faut encaisser. Et donc là, moi, je suis très bien à ma paillasse, derrière mes petites cellules. Je suis avec les patients, mais indirectement, vraiment. Donc ça, c'est vraiment bien. Et après, en accompagnant directement, là, comme ça, j'aurai à l'esprit mon pédiatre oncologue qui s'est occupé de moi quand j'étais malade. Et c'est aussi cette même personne qui m'a offert les opportunités professionnelles que j'ai actuellement. Donc oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui nous aident. Par chance pour moi, ces gens sont arrivés au bon moment dans ma vie sans que je ne le demande. Mais bien sûr, pour tous les autres, il faut dans la plupart des cas aller le chercher et je leur recommande parce que quand une personne veut vraiment vous aider, en général, ça vous aide bien. Ouais. Et maintenant que vous en avez tous les deux terminé avec ce parcours de redéfinition du projet pro, est-ce que vous avez un message à délivrer à ceux qui s'apprêtent à le vivre ou ceux qui sont en train de le vivre? Ginny, si tu veux commencer. Oui, je veux bien. Alors, moi, je veux d'abord rappeler que c'est normal qu'on ne sache pas, que ça puisse mettre du temps. J'ai envie de dire, même il y a d'autres personnes qui n'ont pas été malades, chez qui ça peut parfois mettre des années, qui font des reconversions à 40, 50 ans. Et aujourd'hui, heureusement, c'est faisable. Hein. On passe plus 60 ans dans la même entreprise. Le manque d'information, c'est normal. Le fait de se sentir perdu, c'est normal. D'avoir envie d'abandonner et de dire oh, vas-y, j'y arriverai pas, pareil, j'ai aussi ressenti. Mais finalement, faut pas lâcher. Alors, on a le droit un jour de pas être bien, de dire vas-y, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire d'efforts, mais ne pas hésiter à aller frapper à des portes. Il y aura des bonnes rencontres, il y aura des bonnes personnes. On peut pas dire quand, on sait pas, mais il y en aura. Et donc, l'important, c'est ça, c'est de pas perdre espoir, parce que finalement, si on en est là à définir le projet pro aujourd'hui ou à la suite, c'est qu'on s'est sorti du plus dur, c'est qu'on est en vie. Et donc, je pense que c'est ça d'abord le plus important. Et après, le reste, c'est du détail, mais ça viendra. Oui, merci pour ce message. Yuri, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je pense que tout vient d'être dit à l'instant, de la très très bonne manière, d'une très bonne manière. Et je pourrais juste rajouter que il faut pas que les gens se ferment avec le handicap et qu'ils croient en eux. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on sera pas capable de faire le métier qu'on veut. Alors certes, s'il y a un handicap qui nous bloque totalement, mais en tout cas, il faut pas se fermer en disant oui, je suis malade donc j'y arriverai pas. Il y a toujours une place pour quelqu'un. Ouais. Si on a envie, il y aura la place. C'est ça. Si on a envie de faire quelque chose, faut se lancer. Même si on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on veut, on tombera un peu à côté, mais au moins ça nous fera plaisir. Et Emma, as-tu des derniers conseils ou un message? Que tout le monde a des ressources, que tout le monde a des forces, et oui, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Je pense que c'est une phrase importante. Et surtout, si vous sentez l'énergie en vous pour mobiliser un accompagnement et vous entourer dans cette phase, surtout, n'hésitez pas, parce que ça peut vraiment être aidant pour avancer. Oui, parce que finalement, redéfinir son projet pro après un cancer, c'est pas renoncer à ses ambitions, c'est faire avec une nouvelle réalité au final. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de repenser ses envies, repenser ses valeurs et surtout repenser à ce qui a du sens pour soi. Et certes, comme on l'a mis en avant tout au long de l'épisode, c'est un parcours qui peut être difficile, qui est rempli de doutes, de remises en question. Alors si vous qui nous écoutez, vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à des accompagnements pour voir plus clair dans les nombreux dispositifs qui existent. En tout cas, par exemple, au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer, on propose des entretiens qui soient individuels ou alors des regroupements collectifs, des ateliers collectifs autour de la réinsertion à l'emploi. Parce que construire ou reconstruire un projet pro, ça prend du temps, c'est une étape importante, mais c'est une étape nécessaire pour se reconstruire soi-même. Donc merci à tous les trois pour cet épisode qui a été très enrichissant. Merci pour tous ces témoignages et tous ces précieux conseils. Merci à toi. Merci. Et nous,
Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître en parlant et en le partageant autour de vous. Retrouvez toutes les actions menées par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer sur nos réseaux sociaux et sur notre site ligue-cancer.net. Toutes nos activités et services sont gratuits. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est la seule association qui se bat sur tous les fronts de la maladie. À bientôt pour un prochain épisode.